Nous vous retrouvons donc pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle avec en interrogation ce qui se passe en ce moment entre N'Djamena et Moscou. Cherif Marmadzen, le ministre tchadien des Affaires étrangères, est à Moscou. On va le voir d'ailleurs en image d'illustration tout de suite. Il a été reçu par le corps diplomatique africain accrédité dans la capitale russe et donc installé. Il devait en principe, dans le cadre de cette visite de 48 heures, rencontrer Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. On vous a tout à l'heure, à l'introduction, signalé les points qui seraient dans ce cas-là à l'ordre du jour, notamment la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme, les relations économiques. Toujours est-il qu'on se demande réellement si on va parler d'un rapprochement ou pas, ou alors si on va parler simplement d'une simple visite qui pourrait aussi, pourquoi pas, annoncer un rapprochement. Jonathan Batengene, vous êtes notre analyste politique, merci d'être là. C'est un plaisir, Guy Fondop, c'est un plaisir pour nous d'être devant toute l'Afrique pour décrypter cette actualité. Le Tchad qui observe un certain rapprochement avec la Russie. Comment est-ce que nous pouvons appréhender ça dans le contexte actuel? Déjà, peut-on parler de rapprochement ou alors uniquement peut-être d'approche qui pourrait, pourquoi pas ouvrir sur un rapprochement? Bref, que se passe-t-il concrètement en ce moment entre N'Djamena et Moscou, de votre point de vue? De notre point de vue, il est important de savoir que depuis 2016, l'arrivée sur la scène africaine de président Touadéra, la donne entre Moscou et l'Afrique centrale a considérablement évolué. Moscou est quitté de partenaires qui accompagnent à distance dans l'Afrique centrale les pays vers un ami des pays de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, Moscou est une des puissances agissantes en Afrique centrale et d'ailleurs la plus importante. Lorsqu'on regarde ce que Moscou accomplit en Afrique centrale, il s'agit de simplement observer la République centrafricaine. Les Centrafricains ont réussi avec Moscou à sécuriser près de 95% de leur territoire. Or, la sécurisation du territoire de la Centrafrique laisse interpeller un ensemble d'acteurs, dont le Tchad, le Soudan et l'Ouganda. Aujourd'hui, à l'occasion de la réorganisation de l'armée tchadienne, les officiels tchadiens, les autorités de N'Djamena ont décidé de se rapprocher de Moscou ou bien de discuter avec Moscou. Est-ce que sur la table, il est simplement mis la discussion autour de la modernisation de l'armée tchadienne? Est-ce que vous savez que le président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Marmadzen lui-même, est un fruit de l'université de Kiev. Donc, il a une expérience russophone. Mais sauf que, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est Cherif Marmadzen lui-même qui décide, ou alors quel peut être son niveau d'influence quand on sait quand même qu'il s'agit d'une affaire bilatérale et que là, ça ne peut être que le haut sommet de l'État quand même? Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas exclure le fait que Mahamat Idriss Déby, lui-même est conscient d'un grand problème, le président du Tchad, le général. Il est conscient d'un problème qui est désormais une épine dans sa chaussure, la base militaire française. Vous savez que quand il est arrivé, il y a eu un gros coup de bluff qui visait à le faire basculer du côté de la France. On a, à travers des opposants factices, créé des mouvements sociaux en plein N'Djamena, ce qui a fait qu'il a été fragilisé pendant un bon moment. Il a pris le temps et certainement la mesure des choses et il se dit peut-être qu'il est temps de reprendre l'option panafricaine que son père avait déjà engagée, et il serait là en train de poser les premiers gestes forts depuis qu'il est arrivé aux affaires au Tchad. Et l'autre interrogation juste à côté, c'est toujours pour mieux comprendre, a-t-il les moyens aujourd'hui de basculer vers la Russie? Parce que, quoi qu'on dise quand même, quand on regarde
la configuration sur le terrain, notamment le rapport de force avec les groupes armés qui pullulent autour du territoire tchadien dans des pays voisins et le soutien ou alors les moyens dont dispose la France aujourd'hui pour pouvoir l'appuyer en cas de besoin. Est-ce qu'on peut dire qu'il a les moyens aujourd'hui de basculer vers la Russie? Les moyens, s'il faut se situer du point de vue purement politique, il n'a que sa volonté. Il n'a que la volonté qui peut agir de façon à le mouvoir vers la Russie. Parce qu'autour de lui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont des infiltrés, des nègres de maison qui travaillent pour la France-Afrique. Le président Idriss Déby peut peut-être compter, le président Mahamat Idriss Déby peut compter sur un ensemble de fidèles du régime. Mais alors, il doit le faire en sachant, parce qu'il a déjà observé que la France a des pions très avancés et qui ont une capacité d'influence dans le jeu politique intra-tchadien. Ce qu'il est en train de faire certainement, c'est d'avancer un pion dans le dispositif en se disant, est-ce que je peux déjà me rapprocher des Russes? Parce qu'il a vu la pertinence des Russes au Mali, il a vu la pertinence des Russes en Centrafrique voisine. S'il décide de finalement se rapprocher de la Russie, une chose est sûre, c'est que il devra nécessairement poser la question de la base militaire française. Et quand vous parlez de moyens, c'est certainement là la grande épine dans la chaussure du président du Tchad actuellement, le président du Conseil militaire de transition. S'il décide de se rapprocher de la Russie, il y a cette base militaire qui est une grosse épine dans sa chaussure. C'est un axe de déstabilisation majeure à partir duquel la France peut manœuvrer pour aider cette rébellion. Parce que cette rébellion, même si elle a été défaite, elle n'est pas encore totalement anéantie. Il y a encore quelques acteurs de cette rébellion qui sont dans le Niger. Or, nous savons aujourd'hui que le Niger est une base arrière importante des terroristes dans le Sahel, une base arrière importante du soutien à la France-Afrique. Donc, le président du Tchad actuel, il doit composer avec tous ces paramètres-là. Les infiltrés, les supplétifs locaux de la France-Afrique. Vous savez, la jeunesse politique là-bas incarnée par ce jeune Succès Masra, qui est un pion avancé de la France-Afrique. Il y a d'autres acteurs de l'opposition qui sont des pions avancés de la France-Afrique, qui sont dans le dispositif politique tchadien. Il y a au sein même de l'armée un ensemble d'acteurs qui jouent pour la France-Afrique. Il y en a qui ont été déterminants dans l'élimination du président, le maréchal Idriss Déby Itno, le grand maréchal du Tchad, le panafricain. Et le président actuel doit composer avec toutes ces forces-là et se dire, maintenant que j'ai une meilleure lisibilité, peut-être il est temps que j'agisse de telle sorte que je puisse m'émanciper. Les Russes, ça sera une discussion à observer de très près parce que le cas du Tchad sera un cas très délicat à résoudre dans l'échiquier de la libération panafricaine. Merci à vous, Jonathan, d'être là. Luc Michel également va nous retrouver sur le plateau des échanges. Il va nous retrouver depuis Bruxelles où il est en train de s'installer maintenant pour pouvoir donc se connecter et donc avec qui on va pouvoir mieux comprendre cette actualité tchadienne, à savoir cette visite de Chérif Marmadzen, le ministre tchadien des Affaires étrangères à Moscou. Il était prévu aujourd'hui, voilà, une rencontre avec Sergueï Lavrov. Luc Michel, on me signale que vous êtes déjà connecté. Alors, a priori, que doit-on dire avant même de rentrer dans le fond des échanges qui devaient avoir lieu entre Sergueï Lavrov et Chérif Marmadzen? Quelle est la nature de ce voyage? Bonsoir et bonsoir à toute l'équipe et aux téléspectateurs tout d'abord. Il faut comprendre quelque chose. Depuis des mois, depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno, il y a des tas de critiques contre N'Djamena. Moi, j'ai toujours dit au cours des semaines et des mois, j'ai dit qu'il fallait laisser de temps. Le nouveau président est jeune, il est inexpérimenté et il attend. Il attend de voir notamment de diversifier les partenariats du Tchad. Il y a un partenariat qui n'est pas nouveau,
puisque le partenariat avec la Russie, il a commencé en juillet 2019, du temps du vivant du maréchal du Tchad. Mais cette semaine, c'est particulier. Je crois que le Tchad donne un signal fort. Vous savez qu'en diplomatie, les gestes comptent autant que les mots. C'est le même moment où justement il y a la visite de Moscou. Le président du Conseil de transition, lui, il visite le président Obiang Massogo à Malabo, c'est-à-dire le sage du néo-panafricanisme. C'est cela qu'il faut retenir. Le Tchad cherche ses marques, il cherche des partenariats multiples. Ce n'est pas du tout les critiques que l'on entend généralement. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec la Russie même? Il y a tout d'abord un partenariat économique avant d'être militaire. En juillet 2019, il y a eu le sommet Russie-Tchad à Djamena. Vous constaterez quelque chose, c'est que tous les sommets avec la Russie, la Chine ou l'Iran, ils ne se déroulent pas dans une capitale occidentale, à Londres, Washington ou Paris. Ils se déroulent sur la terre africaine, au sein du pays qui s'agit donc, avec qui il s'agit de nouer les partenariats. À l'issue de ce sommet économique, il y avait le grand représentant qui était l'Agence russe pour le développement africain. Qu'est-ce que c'est? C'est un organisme d'État chargé d'amener en Afrique des projets industriels, mais en apportant également leurs moyens de financement et de réalisation. Il y a donc une série de contrats qui avaient été signés et l'électrification du Tchad a échappé à la France. Vous savez qu'il y avait notamment le projet Borloo, qui était une manière d'escroquer l'Afrique de 5 milliards d'euros. Eh bien, l'électrification du Tchad, elle a été confiée au groupe d'État russe Rosatom. C'est une régie d'État issue de l'époque soviétique. Elle est spécialisée dans les centrales nucléaires et dans les centrales électriques. Et elle propose en particulier des mini-centrales nucléaires et des mini-centrales électriques spécialement faites pour l'électrification des pays africains. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, c'était il y a quelques semaines, lorsque le ministre de la Défense de Mali était à Moscou pour signer les accords qui inquiètent tellement les Français et les Américains. Eh bien, il y avait également le ministre de la Défense du Tchad. Il y a eu une première salve d'accords signés avec l'État russe pour développer les projets de manière sécuritaire et militaire. Et aujourd'hui, évidemment, la délégation tchadienne est à Moscou pour concrétiser et mettre en route ces chantiers à la fois économiques et sécuritaires. Merci à vous, Luc Michel. Avant de rentrer dans le fond, je voudrais que nous puissions ensemble, voilà, déjà vivre l'arrivée à Moscou de Cherif Marmazen. Il a été reçu, voilà, par l'ensemble pratiquement du corps diplomatique africain accrédité à Moscou. Voilà, arrivée, voilà, et accueil fraternel et agenda également relativement décliné. Je vous propose de suivre ce récit et nous revenons. Avion, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Cherif Marmazen a été accueilli par l'ambassadeur du Tchad à Moscou, Mahmoud Adam Béchir, accompagné d'un représentant du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Plusieurs chefs de mission diplomatiques des pays africains en Russie ont fait le déplacement pour lui réserver un accueil chaleureux. C'est une tradition pour ces ambassadeurs africains d'accueillir ensemble les ministères des Affaires étrangères africains en visite officielle en terre de la Russie. L'occasion a été saisie par l'ambassadeur Cherif Marmazen d'échanger avec les diplomates africains autour des sujets d'intérêt commun au continent, notamment la question de l'unité des fils et des filles de l'Afrique. Demain, l'ambassadeur Cherif Marmazen aura un tête-à-tête avec son collègue russe des Affaires étrangères et qui sera suivi d'un point de presse. Très attendu sur les antennes de la télévision panafricaine. Luc Michel, on devrait pendant ce point de presse en savoir un peu plus par rapport au voyage et peut-être envisager un rapprochement ou peut-être voir un basculement finalement du Tchad vers la Russie en fonction des annonces qui pourraient être faites. Vous, qu'en pensez-vous? Il faut comprendre quelque chose. Ce que la Russie a apporté en Afrique et aujourd'hui ses alliés chinois et iraniens, c'est de l'oxygène géopolitique. On n'est pas en train de remplacer un bloc par un autre,
Ça, c'est trop tôt pour ça. Mais on donne le choix aux présidents africains de développer leurs objectifs sécuritaires et leurs partenariats. C'est ce qui est en train de se passer en Centrafrique, puis au Mali, au Mozambique, qu'on oublie souvent, où les forces paramilitaires russes sont déployées. Et maintenant, l'étape suivante, c'est le Tchad. Comment fonctionne l'arrivée des Russes en Afrique? Les Russes, on dit d'eux que ce sont une puissance pauvre, et parce justement pour ça qu'elle a développé la guerre hybride. Qu'est-ce que c'est une puissance pauvre? Il faut comparer les budgets. Le budget militaire du Pentagone, il est de 790 millions de dollars par an. Le budget de l'armée russe, il est d'environ 100 milliards de dollars par an. La Russie, elle fait en fonction. Elle n'essaye pas de s'implanter partout en Afrique. Elle a des projets actuellement qui sont en cours de réalisation dans 14 pays africains, notamment la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Je donne d'ailleurs rendez-vous à nos téléspectateurs. J'interviendrai dans le journal africain tout à l'heure pour parler des nouveaux complots français et américains contre Malabo. Eh bien, donc, dans le chemin de Moscou en Afrique, tenez compte que les Russes, ce sont des joueurs d'échecs. Ce ne sont pas des joueurs de poker comme Joe Biden, Donald Trump ou Obama. Ils ne jouent pas des coups de poker géopolitiques. Les coups de poker géopolitiques, ça a été le printemps arabe ou le printemps africain de 2014. Ce n'est pas le cas. Les Russes, ils mènent une partie d'échecs. Dedans, ils sacrifient des pions, ils en conquièrent d'autres et ils avancent pays par pays. Ils appliquent une politique en géopolitique qu'on appelle la politique de l'État tremplin. Qu'est-ce que c'est l'État tremplin? C'est-à-dire qu'on s'implante dans un pays et à partir de ce pays, on saute vers l'autre. La Russie est arrivée en Afrique en 2015 par le Soudan. Elle est intervenue militairement en Libye aux côtés d'Haftar, puis elle est arrivée en Centrafrique, puis ça a été le Mali maintenant, et demain ce sera, moi je n'en ai pas de doute, le Tchad dedans. Les Russes sont des partenaires efficaces et ils apportent surtout une solution. Ce sont des spécialistes de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans toute l'Afrique? Il y a l'explosion du djihadisme. Ce djihadisme, il relève des plans occidentaux. C'est-à-dire que tout a commencé par l'homme qui contenait les djihadistes en Afrique, Muammar Kadhafi. En détruisant la Libye, on a fait sauter le verrou. Et les djihadistes qui étaient de petits groupes mafieux il y a 10 ans, par exemple, AQMI, c'était des trafiquants de cigarettes. Le chef d'AQMI, c'était le chef d'Al-Mohabitou Mokhtar Bel Mokhtar, on l'appelait Marlboro Man. Aujourd'hui, les djihadistes, c'est 4 grandes organisations transnationales, capables parfois d'affronter les armées africaines dans des batailles de blindés, comme Boko Haram l'a fait au Nigeria. Qui sont ces 4 groupes aujourd'hui? Il y a AQMI qui était déjà là en 2010, il y a des nouveaux venus, il y a l'État islamique au Grand Sahara, c'est Daesh, il y a Boko Haram qui est devenu une multinationale, Daesh a des représentants dans toute l'Afrique, ils sont particulièrement actifs au Mozambique où ils essayent de contrôler le nord-est et les champs gaziers du pays. Et enfin, il y a une 4e organisation qui s'appelle Al-Nusra. De qui s'agit-il? Il s'agit de djihadistes syriens, ceux-là, Al-Qaïda en Syrie, qui ont été aéroportés en fin 2019 par les Turcs. Quand je vois la Turquie qui se présente comme des partenaires des États africains contre le terrorisme, ça me fait pas sourire, mais hurler de rire. Erdogan, aujourd'hui, il a remplacé les Saoudiens, c'est le grand parrain des djihadistes et des frères musulmans. Il a donc amené les gens d'Al-Nusra, qui est le nouveau nom d'Al-Qaïda en Syrie, en Libye, et de là, ils ont essaimé dans tout le Sahara. C'est cela qu'il faut comprendre. Donc, les Russes sont des spécialistes de sa lutte contre les gens. Eux, ils les subissent depuis les années 1980, au temps de l'URSS et de la guerre d'Afghanistan. Ils ont tenté de semer le chaos et le sang dans toute la partie musulmane de la Russie, c'est-à-dire les républiques d'Asie centrale, comme le Daghestan, la Tchétchénie, etc. Et au moment où ils neutralisaient l'armée rouge, c'est à ce moment-là que Poutine est arrivé au pouvoir, il a eu cette célèbre phrase « Nous allons les détruire, nous irons les buter jusqu'au fond de leur chiotte ». C'est pas des amusements qu'ont les Occidentaux
qui s'amusent dans une guerre où il n'y a pas de morts. Barkhane, par exemple, a eu 63 morts en 8 ans. La guerre du Vietnam en 1960, en 8 ans, elle a fait plus de 100 000 morts dans les rangs américains. C'était une véritable guerre. Les interventions comme Barkhane, Sangaris et compagnie, c'est du théâtre. Les Russes, eux, ils ont annihilé les djihadistes dans le Caucase russe. Ils les ont annihilés en Syrie, où ils ont aidé Bachar el-Assad à vaincre le djihadisme et les frères musulmans. Ils sont en train d'aider les Iraniens dans des pays comme le Yémen, par exemple. Et bien entendu, ils ont arrêté les Turcs devant Sirte en 2020 avec leurs forces paramilitaires. Ils allaient s'emparer à ce moment-là de toute la Turquie. Et aujourd'hui, après avoir neutralisé les islamistes en Centrafrique, il faut comprendre que les Centrafriques, on dit les groupes rebelles, c'est une fiction des scénarios occidentaux qui ne révèlent pas la vérité. En réalité, en 2012, les Français ont laissé une coalition islamiste, la Seleka, s'emparer du pouvoir. Qu'est-ce que c'est la Seleka? En Songo, ça veut dire la base, et la base en arabe se traduit par Al-Qaïda. Quand on sait ça, on comprend mieux comment la Centrafrique s'implante dans les scénarios maliens, etc. Donc, après avoir rétabli la souveraineté de l'État centrafricain sur 85% du territoire et toutes les préfectures du pays, aujourd'hui, ils s'apprêtent à intervenir au Mali et demain, ils vont intervenir, bien entendu, au Tchad. Et comme je vous le répète, ils sont déjà en train d'intervenir en Libye avec leurs firmes paramilitaires et au Mozambique, où ils ont empêché l'armée mozambicaine de s'effondrer face à Daesh. Et sur ce plateau, Jonathan. Voilà, merci à vous, Luc Michel. Et sur ce plateau, Jonathan Batenguene, je vous retrouve. Alors, cette conférence de presse est très attendue entre Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et son homologue tchadien, Cherif Mahamadzen. Oui. Tout à l'heure, nous allons voir ce qu'il va être discuté, parce que les Tchadiens nous ont déjà, ils ont pris le temps. Ils ont essayé de brouiller les pistes. On a été inquiets parce que pendant un temps, on a vu des Tchadiens qui étaient presque apeurés. Ils avaient presque oublié tous les éléments sur les affaires de la Centrafrique. Et on se disait, est-ce que le gouvernement tchadien aura le courage de continuer avec la lancée du président tchadien, d'ancien président, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. On s'est posé beaucoup de questions. On a observé que la vague semble être passée. Le gouvernement du Tchad semble s'être ressaisi. Mais surtout, il faut le dire, c'est vrai que Luc Michel dira, pendant un temps, on était sceptique, mais non, on n'était pas sceptique. Il fallait rester en alerte. Il fallait rappeler aux autorités tchadiennes qu'ils sont dans une perspective qui ne devrait pas se refroidir. Il fallait continuer de maintenir le cap. Il fallait revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le départ des forces françaises du territoire tchadien. C'est l'annihilation totale des forces antiprogressistes, c'est-à-dire les rebelles. Et c'était de contenir actuellement les terroristes qui sont en train d'avoir une sorte de dissémination dans le Sahel et qui se retrouvent requinqués parce que, comme il a expliqué, ils sont devenus pour la plupart des multinationales. Il n'y a pas que Boko Haram. Il y a également ces terroristes que l'on observe dans le Sahel. Ces terroristes ont des ramifications avec d'autres groupes ailleurs. Ça inquiétait. Et on observait qu'un certain criminel de guerre, un terroriste qui agit en Centrafrique, trouvait refuge au Tchad. Je parle bien sûr de M. Bozizé. Ça faisait peur de voir qu'un acteur de la déstabilisation dans un pays où la Russie est déjà implantée pouvait trouver refuge dans un pays voisin qui était censé être une base arrière de sécurité de la Centrafrique. Aujourd'hui, que le Tchad est en train d'ouvrir les discussions avec Moscou, nous attendons à ce que
la question de Bozizé soit clairement posée, surtout qu'il ne parte pas du Tchad, parce que nous ne souhaitons pas qu'après le Tchad, on lui ouvre les portes pour aller se réfugier ailleurs. Il faut qu'il soit contenu au Tchad, qu'il soit maîtrisé de telle sorte qu'à terme, on puisse l'extradier en Centrafrique où il doit répondre des crimes qu'il a commis sur le territoire centrafricain. Il faut que le gouvernement, on attend de voir que entre Moscou et N'Djamena, les négociations achoppent sur la question des mercenaires tchadiens qui opèrent dans la vaste zone sahélienne. Il faut que ce dossier soit posé sur la table et qu'une solution soit trouvée pour la question des mercenaires, parce que les mercenaires tchadiens sont assez nombreux et sont une menace réelle pour la sécurité dans le Sahel. Il faut trouver des solutions à cela. Nous nous attendons à ce que Moscou pose cette question, parce que Moscou, beaucoup mieux que les pays les pays voisins du Tchad, peut résoudre cette question, bien sûr avec le concours aussi de ces pays voisins-là. Nous nous attendons à voir le gouvernement du Tchad aborder ces questions épineuses, parce que l'insécurité dans le Sahel, l'insécurité dans la sous-région Afrique centrale a beaucoup dépendu de cette question des mercenaires. Pendant longtemps, ces mercenaires qui n'arrivent pas à être contenus sur le territoire du Tchad ont été des sources d'insécurité dans les pays voisins, la RCA notamment. Maintenant que nous avons un partenaire puissant qui a la capacité de maîtriser ces questions-là, il faut que cela soit posé sur la table. Nous savons que bien sûr la modernisation de l'armée tchadienne, qui aujourd'hui est une armée assez performante, mais qui a un réel problème de modernisation, il faut que cette question soit également posée telle que les autorités tchadiennes l'envisagent. Il faut discuter d'un ensemble de paramètres qui vont nous permettre de parvenir à quelque chose de plus rassurant pour les nations africaines. Merci à vous. Et le standard de la télévision panafricaine maintenant, nous allons vous donner la possibilité de nous retrouver pour pouvoir échanger autour de la question. Alors, que vous inspire ce déplacement de Chérif Mahamadzen, le ministre tchadien des Affaires étrangères, en territoire russe? Nous nous interrogeons avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir Jonathan, bonsoir technicien, bonsoir Luc Michel, bonsoir à tous ceux qui interviennent sur Luc Média. Oui, le sujet d'aujourd'hui a une importance qui mérite des questions. Donc, effectivement, j'ai quelque chose à dire aux généraux tchadiens. Chers frères, généraux tchadiens, nous savons que vous avez été moulés dans la guerre. Et la France et les États-Unis vous ont entraîné, manipulé et vous tiennent en haleine. Vous avez des documents ou bien vous avez des sales dossiers avec eux. C'est avec ça qu'ils vous tiennent en haleine. Mais le temps d'aujourd'hui, vous devez comprendre, l'Afrique doit être libérée. Sortez de l'ancienne cage dans laquelle la France et les Américains vous ont enfermés. Ne croyez plus à leurs chimères, à leurs mensonges. Les temps ont changé. Ayez le courage de pouvoir effectivement faire face à cette nouvelle donne. L'Afrique doit être libérée. Ça, il faut l'avoir en tête. Tournez dos à la France et aux Américains. Ils vous ont trop manipulés. Ça n'a rien apporté de bon. Nous voulons la paix pour le développement du continent africain. Et pour cela, il faut effectivement changer de mentalité pour cette nouvelle donne de la coopération avec un partenaire sérieux. Aujourd'hui, nous voyons la Russie. Un partenaire sérieux. Pas un partenaire qui ment, qui trompe, qui vous pille. Non, mais un partenaire sérieux. C'est la Russie aujourd'hui. Et nous croyons pour le moment. Donc, tournez dos. Tournez dos. Les Africains vous disent, tournez dos à la France et aux Américains. Ne croyez plus à leurs chimères, à leurs mensonges. Voilà le message
aux généraux tchadiens, et ça s'en va aussi aux autres manipulés, maudits de l'Afrique qui jouent à ce jeu avec la France et les Américains. Voilà, merci, Guy Fondor, que Dieu vous bénisse, sommes en guerre. Merci à vous pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. Nous y restons avec un autre intervenant. Que vous inspire ce voyage donc en Russie de Cherif Marmadzen? Vos commentaires et réactions nous intéressent. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Oui, merci. Bonsoir à vous, Monsieur Guy Fondor. Oui, je crois que précipitamment je tombe ainsi, mais bon, je m'intègre. J'interviens à propos de cette question que vous avez posée tout à l'heure concernant le déplacement du ministre des Affaires étrangères, sauf erreur de ma part, du Tchad. Alors, j'aimerais partager cette pensée avec vous. Et monsieur Jonathan Bakangene, arrêtez-moi si je me trompe. Je pense que les événements sont, je dirais, précurseurs à celui-ci, c'est-à-dire à cette rencontre-là sur le sol russe. Il y a premièrement le décès du maréchal, c'est-à-dire la perte de cette objectivité-là dans le plan africain. Et ensuite, il y a la continuité de ces projets. Donc, je dirais en second point, il y a plutôt le redéploiement de la force Takuba. Vous le savez comme moi que chaque fois que les troupes ou les bases militaires françaises sont situées quelque part, il y a comme une essence d'un épicentre, de centrifugeuse de terroristes. Il faut se demander pourquoi cette lecture n'est pas encore générale et même officielle. Alors, quand vous allez maintenant sur la carte, vous vous rendez compte que au nord-est du Tchad et au nord-ouest, vous avez une partie du territoire tchadien qui est partagée avec le Niger, où sera déployée la force Takuba notamment, et l'autre partie qui est partagée avec la Libye. Comprenez que quand le maréchal Ibrahim Mouret, eh bien, il lançait déjà une guerre, un assaut contre les pays de l'Occident, plus précisément la France. En ceci qu'il a fait passer, si j'ai bonne mémoire, les 2000 militaires français présents sur son territoire à 600. Il avait multiplié les accords militaires concernant le ravitaillement en armes, concernant l'usage d'autres stratégies, peut-être la formation des militaires tchadiens par les forces russes, et aussi un détachement total de la politique générale. Alors, M. Mahamat Idriss Déby est en train de continuer assurément dans cette lancée-là. C'est un fait, c'est indéniable. Il est en train de se lancer dans cette voie, ce d'autant plus qu'il n'est pas à sa première visite ou à sa première rencontre avec un représentant de l'armée rouge. Non, je pense qu'il totalise sa 4e visite. J'espère, je le souhaite, qu'enfin, il pourra ouvrir les yeux à tous les pays de la zone de feu, notamment le Niger, le Soudan, le Burkina Faso, et tout ce qui va avec. Parce que sans ça, on ne s'en sortira jamais. Alors, je lui souhaite bonne chance et vraiment merci à Free Media de nous offrir toujours un plateau où s'exprimer. Je vous repasse la parole. Merci à vous, Monsieur Guy Fondor, Afrique Média, le monde aussi. Nous vous remercions pour votre intervention et voilà, juste derrière vous, un autre appelant. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Ok, bonsoir, Monsieur Guy. C'est affaires depuis l'Allemagne. Bonsoir. Moi, je voudrais tout simplement, si vous me permettez, parce que hier, j'ai voulu intervenir sur l'histoire du Mali et puis du Niger.
Parce que le convoi des Français qui ont traversé ces deux pays, c'est-à-dire que le Burkina et le Niger, je me pose la question où se trouve, comment dirais-je, ce matériel qui est parti de la Côte d'Ivoire jusqu'au Niger et qui allait en direction du Mali. C'est la question que je me pose, j'ai voulu poser hier, mais malheureusement que bon, le temps était vraiment fini et puis je n'ai pas pu intervenir. Parce que on ne peut pas, comment dirais-je, permettre aux Français, parce que la ministre des Affaires étrangères, avec une arrogance, en train d'insulter les Africains, et encore, on nous insulte, et on laisse, comment dirais-je, ces Français sur notre territoire. Moi, je ne comprends pas, nous, les Africains. Les enfants, les jeunes sont en train de se battre. Mais vous qui êtes à la tête de ces pays-là, qu'est-ce que vous attendez pour que vous écoutez vos citoyens? Parce que moi, je me vois pas que, comment dire, les Français vont tuer comme les jeunes, 3 personnes au Niger, et puis il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Ça vous dire que ils ont acquis le territoire nigérien et comment dirais-je, burkinabé ou Mali. Parce que ces convois-là, je ne peux pas me dire que des kilomètres de camions qui ont quitté la Côte d'Ivoire, je peux pas comprendre que ces camions-là ont disparu dans le désert. Non, il faut qu'on nous dise un peu où ça se trouve. Si c'est au Mali, moi je ne serais pas d'accord. Si c'est au Niger, je ne serais pas d'accord. Même c'est, comment dirais-je, parce que la manière que les Burkinabés, ils ont laissé les gens passer là. Moi, je trouve que ça a été vraiment, ils n'ont pas réagi correctement, quoi. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, ce qui se passe maintenant, comme que le ministre des Affaires étrangères malien allait en Russie, mais c'est une bonne chose. C'est ça, moi je dis toujours. Quand tu discutes avec un partenaire, il faut être rapide. Il ne faut pas traîner les pas, il ne faut pas regarder de gauche à droite pour dire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va me gêner quand je vais partir chez l'autre. Non, vous êtes sur votre territoire. Le Mali n'appartient pas à la France. Hein? Le Mali n'appartient pas à la France. Et comment dire, quand le ministre ou le président, il est libre de décider ce qu'il va faire pour son pays, pour ses citoyens. Alors pour moi, je suis trop fier que le monsieur aille là-bas pour discuter rapidement, pour qu'ils aident le matériel pour travailler, pour nettoyer ce pays. Comment un pays qui est riche comme ça, et on voit sur les citoyens éparpillés dans le monde entier, c'est pas possible. Il faut que les choses se passent très vite. Parce que moi, j'ai dit toujours, nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, Poutine est là en train de nous aider de nous aider. Ça à nous de nous dépêcher pour conquérir ce qu'il est en train de nous faire. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais dans la vie. Hein. Parce que demain, il peut ne pas être là. Et puis, il y a un autre qui est venu. Celui qui est venu là, il ne sera pas de notre côté, peut-être. On ne sait pas. Donc, présentement, profitons rapidement et avoir le matériel nécessaire pour protéger le Mali. Alors, moi, je suis trop fier qu'ils aillent rapidement pour prendre tout ce qu'ils en ont besoin pour nettoyer, pour commencer à nettoyer le pays. Et puis, les Maliens seront en paix et les territoires, tout ce qui est à l'intérieur de ce pays, les Maliens vont profiter de leurs richesses. Voilà. Je m'arrête là et puis d'abord, pour quitter, je salue d'abord M. Guy, les techniciens, le directeur d'Afrique Média, tout le monde. Je vous salue. Merci. Saluons également. Voilà, nous vous saluons également et nous vous souhaitons une excellente soirée. Nous restons au standard de la télévision panafricaine avec d'autres intervenants. Vous nous retrouvez pour nous donner la signification, selon vous, de ce déplacement de Cherif Mahamadzen, le ministre tchadien des Affaires étrangères, à Moscou. Pour certains, cela pourrait ouvrir sur un basculement. Pour d'autres, il s'agit d'un rapprochement stratégique qui pourrait permettre aussi de rééquilibrer un peu le rapport de force par rapport à la France, qui reste un partenaire militaire stratégique du Tchad, quoi qu'on dise. Quelles sont vos réactions à vous? Nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, me signale-t-on plutôt la réalisation. Nous allons évoluer dans l'émission en allant maintenant écouter Vladimir Poutine, le président russe qui a tenu il y a quelques jours d'ailleurs à faire des précisions autour de la politique, des grandes orientations de la politique étrangère de la Russie dans le monde et sur le continent africain. Question aussi de permettre une compréhension voilà, de la démarche russe sur le continent en parlant de ces partenariats importants qui sont aujourd'hui signés, parfois stratégiques même d'ailleurs, avec plusieurs États du continent. Je vous propose de suivre une attitude de cette présentation par Vladimir Poutine lui-même et nous revenons sur le plateau. Vladimir Poutine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir ici au Kremlin. En raison des circonstances épidémiques, nous sommes tenus d'organiser la cérémonie de remise des lettres de créance sous cette forme et j'espère que vous comprenez tout cela. Et bien entendu, je tiens à vous souhaiter, chacun d'entre vous, pour le début de votre exercice diplomatique en Russie. Vous accomplissez là une mission importante de développement et de renforcement des relations entre votre pays et la Fédération de Russie. Nous sommes intéressés à ce que travail apporte une utilité pratique, concrète, et vous pouvez compter sur le soutien et sur l'action de nos ministères et de nos services. De même qu'envers la bienveillance de nos représentants des millions d'affaires, des milieux politiques et de la société. Je voudrais exprimer ma certitude que votre activité contribuera au renforcement des relations entre nos pays au moment où nous devons notamment retrouver les conditions normales de vie. Et j'espère que vous aurez la possibilité d'effectuer des voyages dans nos pays, de connaître notre société multiculturelle, multiconfessionnelle, riche en histoire et en culture. Et j'espère que votre séjour en Russie vous laissera les meilleurs souvenirs. Mesdames, Messieurs, récemment, en intervenant au collège du ministère des Affaires étrangères, j'ai énoncé les priorités de la politique extérieure de la Russie qui s'inscrivent dans cette situation difficile aujourd'hui et dans cette mission que nous avons de relever les défis qui se posent aujourd'hui au monde. Nous devons répondre donc à ces menaces, à ces défis qui sont différents en conjuguant nos efforts. La situation actuelle autour de la pandémie de coronavirus nous rappelle toujours cette nécessité de travailler ensemble et que ce malheur ne peut pas être vaincu dans un pays pris à part, mais qu'il faut travailler ensemble. Dans la réalité, nous voyons que les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. On constate un nationalisme des vaccins qui se manifeste non seulement sur le marché des vaccins, mais aussi dans le manque d'accès aux peuples plus dépourvus. Et donc, tant que nous n'établissons pas de bonnes relations, nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes qui s'opposent aujourd'hui, à obtenir des résultats dans cette lutte contre la pandémie, mais aussi contre d'autres problèmes tels que le terrorisme, la criminalité internationale. Et pour cette raison, nous invitons tous nos partenaires étrangers à travailler de façon collective, collégiale, en s'appuyant sur le rôle central joué par l'ONU dans le respect des règles du droit international. La préoccupation que nous éprouvons n'est pas seulement liée aux divergences et aux incapacités à résoudre les problèmes, mais aussi par le fait que certains pays se comportent vis-à-vis de la Russie. Certains de nos partenaires cherchent à contenir le développement de la Russie et à augmenter les tensions à nos frontières. D'ailleurs,
ces menaces sur les frontières occidentales ne cessent d'augmenter. Nous en avons parlé souvent. Il suffit de regarder à quelle proximité des frontières de la Russie se déplacent les armements de l'OTAN. Pour nous, c'est une préoccupation majeure et nous prenons des mesures sur le plan politique et militaire pour être capables de riposter compte tenu de la situation réelle telle qu'elle est sur le terrain et éviter qu'on nous impute la responsabilité de cette recrudescence des tensions. Je suis convaincu donc que notre diplomatie a ici une mission importante qu'il s'agit d'assurer la sécurité et la paix à long terme. Nous allons continuer à travailler avec les autres pays, tels que les États-Unis par exemple, à développer des relations de dialogue pour éviter la diffusion des armements qui présentent un danger. Nous proposons de mener des discussions concrètes et nous avons besoin là de garanties juridiques internationales dans la mesure où nos partenaires n'assument pas leurs responsabilités qu'ils s'étaient engagés oralement à prendre, notamment celle de savoir que l'OTAN ne se diffuserait pas à l'Est, puisque nous avons exactement le contraire. Et cette préoccupation légitime de la Russie est ignorée. Et cette ignorance de notre préoccupation se poursuit. Nous comprenons bien que tout accord doit se faire sur la base des intérêts de la Russie, autant que des intérêts des autres pays de l'Alliance euro-atlantique. Mais il faut que ces conditions soient les mêmes pour tous, sans exception. Et je tiens aussi à souligner que la Russie est intéressée à construire des relations dans un esprit de compréhension et dans le respect du droit international. Et c'est le postulat essentiel de la diplomatie russe. Et je vous prie de transmettre ce signal aux autorités de vos pays. Mesdames, Messieurs, à cette cérémonie, on a les représentants d'une vingtaine de pays et cela permet de rappeler l'histoire des relations entre la Russie et chacun de vos pays. Nous sommes intéressés à développer des relations avec la République de Slovaquie dans un esprit de respect mutuel et de bon voisinage dans la mesure où nos pays sont propres, notamment dans la lutte contre le nazisme. Actuellement, on voit que ces contacts sont limités, mais si le gouvernement slovaque est prêt, nous pouvons retrouver un dialogue et une coopération constructive qui avait été très très bonne pendant longtemps entre nos pays et qui était bénéfique pour nos peuples. Le partenariat stratégique entre la Russie et le Vietnam revêt un caractère culturel, politique et bien d'autres domaines. Et au cours des discussions détaillées que nous avons eues avec le président, nous sommes mis d'accord sur une extension de la coopération politique et militaire entre nos deux pays. Les positions de la Russie et du Vietnam sont très proches sur beaucoup de points et elles sont très souvent très proches. Le président du Vietnam poursuit sa visite aujourd'hui et va rencontrer des milieux d'affaires et des milieux politiques russes et un certain nombre de documents d'accords vont être signés aujourd'hui, avec notamment en matière pétrolière. Nous considérons le Nigeria comme un des pays les plus importants dans notre coopération en Afrique. Nous avons des relations d'amitié et nous sommes entretenus avec le président du Nigeria ces derniers jours et nous espérons que le gouvernement nigérien soutiendra les résolutions du sommet Russie-Afrique de 2019. En matière de coopération, on a aussi une extension tout à fait prometteuse en matière des extractions, de lutte des extractions de produits pétroliers et de lutte contre le terrorisme. Et j'espère que
la République de Guinée verra une situation stabilisée avec une entente nationale, et la Russie est un gros investisseur dans la République de Guinée depuis longtemps. Nos entreprises exercent leur activité de façon tout à fait positive dans votre pays et nous avons beaucoup de projets scientifiques intéressants, notamment en matière des structures, de la pêche, de l'agriculture et du secteur pétrolier. Avec la République de Somalie, nous avons aussi des relations intéressantes et votre pays est attaché à la défense de sa souveraineté territoriale, de lutte contre l'extrémisme, pour créer des solutions, des conditions favorables sur le plan social. Et nous espérons que tous ces souhaits, que toutes ces initiatives soient réussies. Avec la République du Ghana, nous avons aussi une coopération ancienne, notamment en matière d'extraction pétrolière, et nous continuerons à assurer la formation de cadres professionnels dans différents domaines. L'Autriche et la Russie ont des relations tout à fait concrètes et tout à fait positives, et nous allons poursuivre cette coopération dans un esprit de respect mutuel. Nous sommes des partenaires sur le plan économique et des investissements très importants depuis longtemps. Le volume de nos échanges ne cesse d'augmenter et pour le premier semestre de cette année, il a augmenté de 26%. C'est un très bon indicateur. Votre pays apprécie beaucoup, notre pays apprécie beaucoup la politique de neutralité de l'Autriche, et Vienne est toujours une plateforme de discussion pour de nombreuses organisations internationales. Avec la République de Mauritanie, la République islamique de Mauritanie, la Russie a aussi d'excellentes relations. Nous poursuivons cette coopération et nous apprécions votre contribution à la lutte contre le terrorisme en zone du Sahel. En 2022, cela fera 30 ans que les relations diplomatiques sont établies avec le Tadjikistan, qui est un des alliés les plus solides et les plus fidèles de la Russie. Le Tadjikistan est aujourd'hui président de l'Organisation de sécurité collective et de l'Organisation de Shanghai, et nous participons aussi à la CEI, et le Tadjikistan mène une politique de coopération au niveau des orientations politiques. Et vis-à-vis notamment des questions de sécurité qui se posent autour de l'Afghanistan, et notamment dans le cadre de la modernisation des forces armées du Tadjikistan. Les relations de la Russie avec la Birmanie sont traditionnellement très bonnes et je suis convaincu que nous pouvons les poursuivre si nous travaillons ensemble, de concert et de façon tout à fait coordonnée, notamment en matière d'enseignement, et nous nous prononçons pour que les problèmes liés aux tensions internes ne soient résolus sans intervention étrangère par les habitants de Birmanie eux-mêmes sur la base du dialogue politique. Le Brésil est un des partenaires stratégiques de la Russie, les plus importants. Nous travaillons dans le cadre des BRICS et du G20, compte tenu du fait que en 2022-2023, votre pays obtiendra le statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Nous pourrons discuter de ces questions et nous pourrons renforcer notre coopération bilatérale sur les plans économiques, scientifiques, techniques, et nous serons heureux de voir le président du Brésil en Russie. Les relations amicales que nous avons avec l'Angola sont anciennes, et nos amis angolais sont toujours été très ouverts pour le renforcement de la coopération sur le plan des investissements, sur le plan humanitaire et sur le plan économique. Et notamment, il y a eu la visite du ministre des Affaires étrangères d'Angola en Russie en octobre dernier. Et les relations sont très bonnes avec votre pays, avec
l'Italie, nous avons également d'excellentes relations. Et au sein du G20, nous avons pu avoir un sommet tout à fait positif dans le contexte de rétablissement après la pandémie. Nous avons toujours aidé l'Italie, nous avons entretenu toujours des contacts téléphoniques très proches avec les autorités politiques pour traiter des questions d'actualité d'ordre mondial et d'ordre régional. Je rappelle que cette année se poursuit l'initiative mutuelle en matière culturelle. Ce sont les années croisées des musées. L'année prochaine, nous allons fêter les 60 ans des relations diplomatiques avec le Sri Lanka, et nous venons, le secrétaire du Conseil de sécurité, des services de sécurité russes ont visité le Sri Lanka le 22 novembre dernier, et cette coopération sur les matières de sécurité est très importante. Et évidemment, le Sri Lanka a un rôle à jouer en matière de sécurité et de stabilité sur le continent eurasiatique. Avec nous avons eu un accord qui se prépare en matière de coopération technico-militaire et culturelle et aussi sportive. Donc un certain nombre de projets communs ont été mis en place sur les infrastructures en matière de renseignement. Avec l'Équateur, l'Équateur figure parmi les plus importants partenaires de la Russie en Amérique latine. Et cette relation se qualifie par la stabilité, et notamment en matière d'extraction d'hydrocarbures. Et les produits venant d'Équateur ont bénéficié d'une grande demande en Russie, et en août dernier, j'ai eu une discussion avec votre président. Nous sommes convenus de poursuivre cette coopération, de l'activer, notamment au niveau des ministères et des services, notamment de la justice, des procureurs généraux. Et nous avons un certain nombre de projets communs dans des domaines tout à fait divers. Et l'année dernière, nous avons fêté les 30 ans de l'établissement des relations diplomatiques avec le Panama. Nous sommes résolus à poursuivre ces échanges au niveau politique, au niveau culturel et au niveau économique. Le Panama attire les entreprises russes comme base logistique très importante. Et cela permet évidemment un échange de capitaux très important pour l'ensemble de la région Amérique. La République El Salvador fête aussi l'année prochaine les 30 ans des relations diplomatiques avec la Russie. Nous avons des relations tout à fait amicales et à égalité de droits dans un contexte de prise en compte des intérêts mutuels. Et au stade de la ratification des accords de lutte interministérielle contre la criminalité organisée, la Russie aide le Salvador à se développer aussi dans le domaine de l'hydroénergie, mais aussi d'une manière générale sur les plans commerciaux et sur le plan de l'enseignement aussi. Nous accordons une grande importance aux relations avec l'Espagne. Ces relations sont très bonnes, et l'année prochaine, nous fêterons les 45 ans du rétablissement des relations diplomatiques, et malgré la pandémie, on voit que le volume de nos échanges ne cesse d'augmenter, des projets en commun sont mis en œuvre, et il y a un dialogue important se fait au niveau politique, et donc bien évidemment au niveau culturel aussi. L'année prochaine, il était important de marquer un arrêt pour comprendre les grandes orientations de cette diplomatie russe aujourd'hui sur le continent africain. On a vu qu'il y avait de nombreux représentants du continent africain lors de cette cérémonie officielle, donc de remise de lettres de créance aux des personnalités, des représentants des missions diplomatiques accréditées donc en Russie au président Vladimir Poutine. Luc Michel, j'espère que vous êtes là. Alors on voit...
Oui, Luc, vous êtes bel et bien là. Alors, on voit très bien que tout cela se fait vraiment de façon, selon une architecture qui est pensée et repensée et que on est très très loin d'un tâtonnement et que toutes les actions finalement que commet Moscou sur le continent devraient être prises avec, avec le plus grand sérieux. Luc, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous ai, mon micro était coupé. Comme Oui, je le allez-y, dis nous souvent, écoutons. les Russes, ce sont des joueurs d'échecs. Ce sont des gens qui avancent comme dans une partie d'échecs en ayant plusieurs coups d'avance. Ce que fait Poutine, c'est développer des plans géopolitiques qui ont été tout d'abord préparés par les think tanks russes et Poutine a des plans jusqu'en 2050. Il y a par exemple un plan pour réactiver la marine russe sur les 6 océans du globe, comme au temps de Brezhnev et de l'Union soviétique, c'était l'amiral Gortchev, à l'époque l'architecte du développement de la flotte russe. Donc l'avancée de Moscou en Afrique, ce n'est pas quelque chose d'improvisé, ce n'est pas quelque chose de subi, comme le fait la politique étrangère française ou même américaine, c'est quelque chose de planifié. Les Russes avancent pays par pays. Là-bas, c'était la conférence de presse de Poutine au corps diplomatique représenté à Moscou. Il y avait beaucoup d'Africains, effectivement. Ce qu'ils font, c'est avancer pays par pays. Ils appliquent donc une stratégie qui est celle des États tremplins, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont implantés dans un pays, ils s'implantent dans le suivant. Ça a été Centrafrique, Mali et demain le Tchad. Et bien entendu, tout est planifié dans ce qu'on appelle la guerre hybride russe. Ce n'est pas la guerre classique des Occidentaux, militaire, économique ou médiatique, c'est une nouvelle forme de guerre. On dit que c'est une guerre post-Clausewitz. C'est le général qui a défini la guerre après Napoléon, le général prussien. Aujourd'hui, la Russie mène une guerre hybride qui est une guerre post-Clausewitz et comme on dit, en deçà de la guerre. C'est-à-dire que la Russie avance pas à pas et elle se fait précéder par ce qu'on appelle les acteurs non étatiques de la guerre hybride. Il y a les firmes paramilitaires, il y a les acteurs d'influence médiatique comme Afrique Média ou moi-même, il y a enfin les entrepreneurs géopolitiques indépendants qui font la diplomatie parallèle. C'est également une grande partie de mon activité. Quel est l'avantage de ce que les Américains appellent la diplomatie grise et nous la diplomatie parallèle? Nous ouvrons des portes. Si ces portes se referment ou se terminent mal, la Russie n'est pas impliquée. Si les affaires se terminent bien, la Russie, au contraire, s'empare du dossier et fait un bond en avant. Il faut retenir quelque chose parce que actuellement, notamment, beaucoup de jeunes en Afrique disent à Poutine, il faudrait que Poutine s'adresse à nous et pas au président, à la société civile ou au parti politique. Ça n'arrivera jamais. Parce que Poutine, lui, il agit suivant les lois internationales. Il agit d'État en État et il fait des accords militaires et économiques d'État à État. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas d'accord avec des particuliers. Il faut qu'un président appelle la Russie. Ça a été le cas de Touadéra ou d'Assimi Goïta. Mais auparavant, Ibeka, par exemple, au Mali, sabotait les accords parce qu'il refusait d'appeler les Russes. Voilà ce qu'il faut comprendre. Les accords se font d'État à État dans le respect des lois internationales concernant notamment les ventes d'armes et l'intervention des conseillers militaires. C'est cela qu'il faut retenir maintenant. Le Tchad a attendu, mais a des accords depuis le maréchal Idriss Déby avec eux. Et contrairement à ce qu'a dit Jonathan, là je dois le rectifier, je n'ai jamais été de ceux qui ont été sceptiques vis-à-vis du Tchad. À un certain moment, j'étais le seul sur les plateaux d'Afrique Média, au contraire, de dire il faut faire confiance à Djamena. Ces gens-là, c'est un nouveau régime, il a des problèmes et ils attendent. Maintenant, le principal problème, et on le sait à Moscou, ce n'est pas seulement la France, ce sont surtout les États-Unis. La France, c'est une puissance géopolitique sur le déclin et l'armée française est encore présente en Afrique parce que les Américains et l'Africom l'autorisent. Il y a eu, il y a 2 mois,
une grande conférence des ONG de George Soros à Washington où on a présenté un plan de partition du Tchad. Il faut savoir que Soros actuellement, il a un pied à la Maison Blanche puisque Kamala Harris, la vice-présidente, elle fait quasiment partie de la famille Soros. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que du temps du maréchal du Tchad, il y a eu une révolution de couleur qui a été tentée lors de la présidentielle avec un agent de George Soros, c'est le fameux succès Masra, et ils ont tenté de faire une espèce de soulèvement par la rue. Ça n'a pas marché parce que le maréchal Idriss Déby Itno, qui était un maître de la politique, les a désarmés, notamment en recevant succès Masra. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, il y a de nombreux dangers pour Tchad, pour le Tchad-MENA, mais ils le savent, la diplomatie le sait, et les Russes, justement, peuvent apporter les clés, désenclaver géopolitiquement le Tchad des mains de la France, leur offrir un nouveau partenariat, ce que j'appelle de l'oxygène géopolitique, mais surtout amener une expertise sécuritaire et militaire à une armée qui, comme l'a dit Jonathan, par contre, il a tout à fait raison, elle est équipée avec du matériel dépassé. L'année passée, les Français, par exemple, ont offert des blindés légers, des autocanons à l'armée tchadienne. C'était de vieux matériel dont l'armée française ne voulait plus. Les Russes, eux, ils apportent du matériel de nouvelle génération. On vient encore de le voir au Mali avec la fourniture des hélicoptères de combat blindés MiG qui vont changer toute la donne sur le terrain et qui viennent d'ailleurs d'être mis en service cette semaine. Voilà ce qu'il faut retenir de l'affaire. Donc, patience vis-à-vis du Tchad. Le Tchad n'a pas trahi la cause africaine et le Tchad, nous le verrons, marchera prochainement sur les pas d'Idriss Déby. Merci à vous, Luc Michel. Jonathan Batenguede, juste votre mot sur la sortie de Vladimir Poutine devant justement les missions diplomatiques accréditées en Russie, une vingtaine de représentants, de nombreux représentants africains, ce qui démontre à suffisance le grand intérêt que représente aujourd'hui l'Afrique pour la Fédération de Russie. Et que faut-il retenir en quelques mots? Oui, c'est tout à fait quelque chose d'inédit parce que la Russie est en train de monter d'un cran dans sa coopération avec les pays africains. On voit là Vladimir Poutine qui expose la vision de la coopération russe avec ces pays. Il déclare un ensemble de points stratégiques sur lesquels les leviers de la diplomatie russe vont s'articuler. Il présente les acteurs majeurs avec lesquels il compte interagir. Il s'abstient surtout dans la discussion de parler des points de friction qui actuellement sont les points les plus névralgiques de cette coopération. Il présente les terrains les moins conflictuogènes, le Nigeria, mais surtout, il annonce la couleur quand il parle d'un pays comme le Ghana, parce que le Ghana, on sait que ce sera une grande bataille dans la coopération avec ce partenaire, parce que le Ghana, comme aujourd'hui le Tchad, le Ghana devra reconfigurer son dispositif de coopération internationale pour que l'on rentre dans les dispositions que nous, panafricanisme, envisageons dans l'émancipation de l'Afrique. Parce que vous savez que le Ghana, il y a un dispositif d'accompagnement spécifique qui lui est propre actuellement avec les États-Unis, l'Union européenne, qui fait que le Ghana, avec les grâces qu'il reçoit de ses partenaires-là, peut être dans une posture de suffisance vis-à-vis de la Russie et peut se dire que je traite avec la Russie comme avec un nouveau partenaire. Mais le Ghana peut aussi peut se positionner comme étant une sorte d'opportunisme turc en Afrique de l'Ouest. On ne sait pas encore ce que le Ghana, lui, il envisage dans son dispositif diplomatique dans la coopération avec la Russie. Mais toujours est-il que si le Ghana n'est pas en phase avec les positions actuelles qu'affichent certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on regarde bien sûr le Mali qui est la pointe dans cette zone-là, bientôt le Burkina Faso, parce que vous êtes en train de voir qu'il y a des signaux forts qui ont été envoyés par les autorités de Ouagadougou. Ils ont déjà commencé à parler de la perspective de revoir l'accord de défense avec la France, signé avec la France. Donc,
il n'est pas exclu que l'entrée en pole position de la Russie va amener tous ces pays-là à revoir leur coopération avec ce pays. Et il faudrait que le Ghana, dans ce dispositif-là, soit également un acteur qui se met dans les mêmes dispositions. C'est peut-être, voilà les éléments qu'on peut retenir du discours de Vladimir Poutine et les analyses qu'on pourrait faire de ce que pourrait être demain la relation avec la Russie. Mais toujours est-il que c'est bien de voir enfin la Russie tenir un discours clair, qui n'est pas un discours frileux, qui n'est pas un discours de distance avec les Africains, c'est un discours de la Russie au cœur du continent. Merci à vous, adjudant Jonathan Batangui, d'être passé ce soir. Je vous dis merci d'être passé ce soir. Merci à vous également. Merci également à Luc Michel depuis Bruxelles. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre, notamment sur les réseaux sociaux. Nous restons bien sûr à l'écoute pour ce qui est de la conférence de presse annoncée entre Cherif Marmadzen et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. On vous apportera en temps réel, bien sûr, pour vous permettre de tout savoir autour de ce déplacement, voilà, hautement stratégique, selon certains analystes, de cette sortie donc de Cherif Marmadzen en territoire russe. Je vous souhaite une excellente soirée. Le journal africain est à suivre dans moins de 15 minutes maintenant, avec Junior Wafo.